La plupart des gens connaissent l'Olina, le Texas pour les bandidos. L'écusson rouge et or. Le Fat Mexican. Un club qui contrôle l'État depuis 1966 et qui a imposé ce contrôle avec une brutalité ayant donné lieu à certaines des violences les mieux documentées de l'histoire des bikers américains. Mais les bandidos ne sont que le début de l'histoire. Derrière eux se trouvent 4 autres organisations dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Et l'une d'entre elles ne vient même pas du tout de la culture biker. Voici 5 choses que vous ne saviez pas sur les bikers du Texas. Les Bandidos. Demandez à n'importe qui où le Bandidos Motorcycle Club a été fondé. Et la réponse que vous entendrez très probablement sera San Antonio, Texas. Cette réponse est répétée dans les articles de journaux, les documentaires télévisés et les rapports des forces de l'ordre depuis des décennies. Elle est fausse. Les Bandidos ont été fondés à San Leon, Texas. Une petite communauté de pêcheurs située au bord de la baie de Galveston, à environ 30 miles au sud-est de Houston, où les routes sont plates, où l'eau est toute proche, et où les hommes qui travaillaient sur les quais en 1966 ne se souciaient guère de ce que le reste du pays pensait d'eux. Donald Eugene Chambers avait 36 ans lorsqu'il fonda le club le 4 mars 1966. C'était un vétéran du corps des Marines des États-Unis qui avait servi au Vietnam avant de rentrer travailler sur les quais de San Leon. Les clubs de moto qu'il découvrit après son retour lui semblaient trop mous et trop confortables pour des hommes qui avaient vu ce qu'il avait vu. Alors il créa le sien. Il recruta dans les bars de bikers de la côte du golfe du Texas, attirant les premiers membres de Houston, Galveston, Corpus Christi et San Antonio. Au début des années 1970, le club comptait plus d'une centaine de membres, dont beaucoup de vétérans du Vietnam qui apportèrent à l'organisation la rudesse et la discipline que Chambers recherchait depuis le début. L'écusson qu'il conçut révélait tout sur l'endroit où se situaient ses loyautés. Les couleurs rouge et or étaient directement inspirées de l'écarlate et de l'or du corps des Marines des États-Unis. Le Fat Mexican, la caricature d'un bandit portant un sombrero et tenant une machette ainsi qu'un pistolet, devenu l'un des écussons les plus reconnaissables du monde des clubs de moto hors la loi, fut dessiné par Chambers lui-même. Et voici le détail que personne dans le club n'a jamais expliqué officiellement. La plupart des personnes qui racontent l'histoire de la fondation des Bandidos affirment que Chambers a donné ce nom au club en référence au Frito Bandito, la mascotte de dessin animé des chips de maïs Fritos. Le problème avec cette histoire est simplement une question de chronologie. Le Frito Bandito est apparu pour la première fois à la télévision américaine en 1967. Les Bandidos ont été fondés en 1966. Chambers ne pouvait donc pas avoir nommé son club d'après un personnage de dessin animé qui n'existait pas encore. La ressemblance entre le Fat Mexican et le Frito Bandito est soit une coïncidence intégrée au mythe fondateur après coup, soit quelque chose que personne au sein du club n'a choisi d'éclaircir. Quoi qu'il en soit, la chronologie ne tient pas, et cette histoire est répétée comme un fait depuis 60 ans. Mais le mythe fondateur n'est pas la chose la plus importante que Chambers ait laissée derrière lui. En 1972, 6 ans après avoir fondé le club sur les quais de San Leon, Chambers fut reconnu coupable de meurtre à El Paso, Texas. Il avait emmené 2 trafiquants de drogue qui avaient trahi les Bandidos dans le désert, les avait forcés à creuser leur propre tombe, puis les avait brûlés vifs. L'homme qui avait créé le club fut condamné pour l'un des meurtres les plus brutaux de l'histoire criminelle du Texas, avant même que l'organisation qu'il avait fondée n'ait 10 ans d'existence. Ce détail n'apparaît pas dans la plupart des récits sur la fondation des Bandidos. Pourtant, il explique bien davantage la culture que Chambers a instaurée à San Leon que n'importe quel mythe fondateur. Ce qui ne fait aucun doute, c'est ce que sont devenus les Bandidos. Aujourd'hui, le club compte 303 chapitres dans 22 pays. Leur chapitre mère est situé à Houston, Texas. Les Bandidos sont l'organisation de motards, hors la loi dominante dans tout le Texas, et ils imposent cette domination grâce à une règle qui a provoqué certains des conflits de bikers les plus importants de l'histoire de l'État. Aucun autre club de motards hors la loi n'est autorisé à porter un bottom rocker Texas
sans l'autorisation explicite des bandidos. Cette règle n'est pas une simple recommandation. Elle constitue le fondement de la structure territoriale que les bandidos maintiennent dans tout l'État depuis 1966. Et lorsqu'un autre club du Texas décida de porter ce bottom rocker dans son dos sans demander la permission, les conséquences se déroulèrent sur le parking d'un restaurant à Waco, un dimanche après-midi de mai 2015. 9 bikers furent tués, 20 furent blessés, 177 personnes furent arrêtées. Ce fut la fusillade entre bikers la plus meurtrière de l'histoire américaine. Et lorsque la procédure judiciaire qui suivit s'acheva finalement 4 ans plus tard, pas une seule personne n'avait été reconnue coupable de quoi que ce soit. Voilà à quoi ressemble la règle du bottom rocker des bandidos lorsque quelqu'un décide de la mettre à l'épreuve. La fusillade de Twin Peaks, la confrontation entre bikers la plus meurtrière de l'histoire américaine, s'est terminée sans aucune condamnation. Le matin du 17 mai 2015, le parking d'un restaurant Twin Peaks à Waco, Texas, se remplissait de motos. La réunion qui y avait été organisée n'était pas un rassemblement criminel. C'était une réunion d'organisation politique organisée par la Texas Confederation of Clubs and Independents, une coalition à l'échelle de l'État qui défendait les droits des motocyclistes. L'ordre du jour portait sur des questions législatives concernant l'immatriculation des motos et les lois sur le port du casque. Certaines des personnes qui se rendirent sur ce parking ne roulaient même pas à moto. Une femme présente déclara aux journalistes qu'elle et son mari étaient venus en voiture depuis Brenham parce que de la pluie était annoncée. Mais derrière cet agenda politique, un conflit territorial couvait depuis des mois entre les 2 plus grands clubs de moto du Texas. Les bandidos contrôlèrent l'État depuis 1966. Et ce contrôle incluait le droit de décider qui pouvait porter un bottom rocker Texas. Les Cossacks, un club de Tyler, Texas, fondé en 1969 et qui ne s'était jamais développé en dehors de l'État, avaient récemment commencé à porter un bottom rocker Texas sans l'autorisation des bandidos. Les bandidos exigeaient qu'ils le retirent. Les Cossacks avaient refusé. Les 2 clubs arrivèrent sur ce parking de Waco en sachant parfaitement ce que faisait l'autre. Et aucun des 2 camps n'avait l'intention de reculer. Les Cossacks arrivèrent plus d'1 heure avant la réunion prévue à 13h et prirent possession de la terrasse qui avait été réservée pour le rassemblement. La police de Waco était déjà sur place. 18 agents du Waco Police Department et 4 agents de la Texas Highway Patrol s'étaient positionnés tout autour du périmètre avant même le début de la réunion. Les forces de l'ordre surveillaient l'activité des clubs de moto au Twin Peaks depuis plusieurs semaines et les caméras tournaient déjà avant que la première moto n'entre sur le parking. Ce qui se produisit ensuite dura environ 2 minutes. Une altercation entre un bandido et un Cossack sur le parking dégénéra en bagarre. Les coups de poing se transformèrent en coups de feu. Des familles terrorisées qui déjeunaient le dimanche à l'intérieur du restaurant se jetèrent sous les tables et se précipitèrent vers les sorties lorsque la fusillade éclata à l'extérieur. Lorsque tout fut terminé, 9 bikers étaient morts et 20 autres avaient été grièvement blessés. Des dizaines d'armes à feu et de couteaux restèrent éparpillés sur le parking, tandis que les hommes fuyaient dans toutes les directions. Puis les arrestations commencèrent. La police de Waco et le procureur du comté de McLennan prirent une décision qui allait définir les conséquences judiciaires de la fusillade pendant les 4 années suivantes. Toute personne portant les couleurs des bandidos ou des Cossacks irait en prison. Pas seulement ceux qui avaient été vus en train de tirer. Pas seulement ceux qui avaient été identifiés comme ayant participé au combat. Toute personne portant l'écusson. 177 personnes furent arrêtées cet après-midi-là et transportées au Waco Convention Center pour y être enregistrées. Chacune d'entre elles fut accusée du même chef d'inculpation, participation à une activité criminelle organisée. Chacune d'entre elles fut maintenue en détention avec une caution fixée à $1 million. Les problèmes liés à cette approche devinrent évidents presque immédiatement. Les preuves avaient été mal manipulées. Les armes avaient été ramassées sans gants, rendant impossible toute garantie que la dernière personne ayant tiré avec une arme donnée en était bien le propriétaire.
L'arrestation massive avait inclus des personnes arrivées après la fin de la fusillade. Elle avait inclus des personnes sans casier judiciaire et sans aucune implication dans l'affrontement. Et une enquête de l'Associated Press établit plus tard que 4 des 9 hommes décédés avaient été tués par des balles de la police et non par d'autres bikers. Sur les 177 personnes arrêtées, 155 furent inculpées. Parmi ces 155, une seule personne fut finalement jugée. Jake Carrizal, président du chapitre des Bandidos de Dallas, dont le procès devint moins un jugement sur ce qui s'était passé sur ce parking qu'une tentative des procureurs de mettre le Bandidos Motorcycle Club lui-même sur le banc des accusés. Le jury ne parvint pas à un verdict unanime. Un procès nul fut déclaré. Le comté avait dépensé $1 300 000 pour préparer les dossiers. En avril 2019, le procureur nouvellement élu abandonna toutes les poursuites restantes. 9 personnes mortes un dimanche après-midi sur le parking public d'un restaurant à Waco, Texas. 0 condamnation, pas même une contravention, pas un accord de plaidoyer. Rien. 130 poursuites fédérales pour violation des droits civiques furent ensuite déposées par les bikers arrêtés contre l'ancien procureur, l'ancien chef de la police, la ville de Waco et les agents impliqués. L'avocat de Houston, Paul Looney, qui représentait 6 des bikers, résuma directement le résultat. Nous avons eu une fusillade à ciel ouvert en plein jour dans un restaurant public, au milieu du mois de mai, un dimanche après-midi, faisant 9 morts et plus de 20 blessés, et personne n'a même été condamné pour une simple infraction. C'est un résultat inacceptable dans notre système judiciaire américain. La fusillade entre bikers, la plus meurtrière de l'histoire américaine, s'est produite parce qu'un club du Texas avait décidé de porter un écusson dans son dos qu'un autre club du Texas estimait qu'il n'avait pas le droit de porter. Le système judiciaire, censé rendre des comptes, n'a rien produit. Et le bottom rocker qui a tout déclenché est toujours porté par les Cossacks aujourd'hui. Les Cossacks, la plupart des gens qui connaissent le nom du Cossacks Motorcycle Club, le connaissent à cause de Waco. Le parking, la fusillade, les 9 morts. Mais l'histoire de la façon dont un club de moto fondé à Tyler, Texas, en 1969, s'est retrouvé au cœur de la confrontation entre bikers, la plus meurtrière de l'histoire américaine, commence bien avant mai 2015, et elle commence par une décision que toute personne connaissant l'univers des One Percenters reconnaîtrait immédiatement comme étant soit extraordinairement courageuse, soit extraordinairement imprudente, selon le côté du parking où elle se trouvait. Les Cossacks furent fondés à Tyler, Texas, en 1969. Durant les 56 années qui suivirent leur création, ils n'ouvrirent jamais de chapitre en dehors du Texas. Aucune expansion dans les États voisins, aucun chapitre international, aucune présence nationale. Ils sont un club texan au sens le plus littéral du terme. Toute leur identité est enracinée dans l'État, et c'est précisément cet enracinement qui rendit le conflit autour du bottom rocker avec les Bandidos si important. Les Cossacks n'étaient pas une organisation extérieure cherchant à s'implanter sur le territoire des Bandidos. C'était un club qui évoluait sur ce territoire depuis des décennies et qui avait passé toutes ces années à faire ce que tous les autres clubs du Texas faisaient, reconnaître que les Bandidos contrôlèrent l'État et agir en conséquence. Pendant des années, les Cossacks roulèrent sans bottom rocker Texas. Les Bandidos contrôlaient cette désignation et les Cossacks l'acceptaient comme tous les autres clubs de l'État l'acceptaient, non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce que l'alternative était une guerre contre l'organisation de motards hors la loi, la plus puissante du Texas. Et personne ne comprenant ce que cela signifiait n'était pressé d'en déclencher une. Mais dans les années précédant 2015, quelque chose changea. Les Cossacks commencèrent à porter un bottom rocker Texas sans l'autorisation des Bandidos. Cette décision ne fut prise ni discrètement ni par accident. C'était une déclaration délibérée affirmant que les Cossacks se considéraient comme un club texan à tous les sens du terme.
et qu'ils n'étaient plus disposés à rouler dans un état qu'ils appelaient leur foyer depuis 1969, sans porter l'écusson reflétant cette réalité. Les bandidos répondirent en exigeant qu'ils le retirent. Les Cosaques refusèrent. L'escalade qui suivit entraîna une série de confrontations dans tout l'État, progressant inexorablement vers un point de non-retour dont aucun des deux camps ne pouvait plus s'éloigner. Au moment où les deux clubs arrivèrent sur le parking du Twin Peaks à Waco le 17 mai 2015, les tensions s'étaient accumulées depuis suffisamment longtemps pour que l'issue ne surprenne pas vraiment ceux qui suivaient la situation. Ce qui surprit, en revanche, fut son ampleur. Le témoignage de Jake Carizal, président du chapitre des Bandidos de Dallas, décrivit les Cosaques arrivant au Twin Peaks, déjà équipés de gilets pare-balles. 6 des 9 hommes qui moururent sur ce parking étaient des Cosaques. Un était un bandido. Un appartenait à un autre club. Un n'avait aucune affiliation avec un club. Les Cosaques ne revinrent jamais sur leur décision. Ils ne retirèrent jamais le Bottom Rocker Texas. Ils étaient sur le parking de Waco parce qu'ils avaient refusé de revenir sur une décision qu'ils avaient prise, et ils payèrent pour ce refus un prix qu'aucun autre club de moto du Texas n'a payé à l'époque moderne. Pourtant, l'écusson est toujours sur leur dos. Le club fondé à Tyler en 1969 et qui n'a jamais quitté le Texas continue d'opérer dans l'État que les Bandidos contrôlent depuis 1966. Et le Bottom Rocker, pour lequel 9 personnes sont mortes, est toujours porté. Cet entêtement est soit la chose la plus texane chez les Cossacks, soit la plus imprudente. Selon la personne à qui vous posez la question, la réponse change. Mais dans un état où le monde des bikers a toujours fonctionné selon le principe que le territoire se défend et que le manque de respect a des conséquences, les Cosaques prirent une décision que les Bandidos ne pouvaient pas ignorer et qu'ils n'ignorèrent pas. Le parking de Waco montre ce qui se produit lorsque 2 clubs texans sont tous les deux convaincus d'avoir raison et qu'aucun des deux n'est prêt à être le premier à dire le contraire. Les Homietos. Tous les clubs de moto évoqués dans ce script jusqu'à présent trouvent leur origine dans une histoire fondamentalement similaire. Des vétérans revenus de la guerre à la recherche d'une fraternité. Des motards qui voulaient rouler ensemble et qui construisirent un club autour de cette idée. Des hommes passionnés de moto qui créèrent une organisation reflétant cette passion, même si elle devint finalement bien plus sombre que ce qu'elle était au départ. Le Homietos Motorcycle Club ne correspond pas à cette histoire, pas le moins du monde. Les Homietos furent fondés en 2015 à Houston, Texas. Ils ne furent pas créés par des vétérans, des motards ou des hommes ayant grandi dans la culture biker et souhaitant y construire quelque chose. Selon les procureurs fédéraux qui passèrent des années à enquêter sur l'organisation, les Homietos sont directement issus du gang de prison Tango Blast. Tango Blast est l'un des plus grands gangs carcéraux du Texas, comptant des milliers de membres répartis dans les établissements pénitentiaires de l'État. Lorsque ces membres étaient libérés, ils avaient besoin d'une structure leur permettant d'opérer à l'extérieur. Les Homietos fournirent cette structure. Ils enfilèrent des écussons et se proclamèrent club de moto. La moto venait en second. Le modèle organisationnel importé de l'intérieur d'une prison texane venait en premier. Les actes d'accusation fédéraux établirent que les Homietos recrutaient des membres qui étaient majoritairement des criminels condamnés, dont un grand nombre étaient des membres actuels ou anciens du Houston Tango Blast. La chaîne de commandement qui dirigeait le club, l'application des règles, les sanctions infligées aux membres qui ne respectaient pas les consignes et la récompense de la violence comme moyen d'acquérir du statut au sein de l'organisation étaient tous des mécanismes que les membres fondateurs connaissaient déjà grâce à leur passage en prison. Ils n'avaient pas appris à gérer une organisation criminelle en rejoignant un club de moto. Ils l'avaient appris dans les prisons du Texas, avant d'appliquer ce modèle à un club de moto une fois libéré. Cette origine rend les Homietos véritablement différents de tous les autres clubs mentionnés dans ce script et de presque tous les autres clubs de motards hors la loi aux États-Unis. Les Bandidos furent créés par un marine qui trouvait la vie civile insuffisante.
Les Cossacks furent créés par des motards texans qui voulaient leur propre organisation. Les Homietos furent créés par des hommes ayant passé du temps dans le système pénitentiaire du Texas et qui comprenaient parfaitement comment fonctionne une hiérarchie lorsque la violence constitue le principal moyen d'imposer l'autorité. Le conflit qui fit connaître les Homietos dans la culture biker du Texas fut leur guerre contre les Bandidos. En avril 2022, 3 membres des Homietos, dont leur président Christopher Holt et leur vice-président Mahir Ali Odizic, furent arrêtés en direction de membres des Bandidos de l'autre côté de l'Interstate 45, à Madisonville, Texas. La fusillade eut lieu en plein jour sur une autoroute publique. Un témoin déclara que son véhicule avait été touché par une balle pendant l'échange de tirs. Puis, en avril 2023, le conflit prit une ampleur qui fit la une de l'actualité nationale. 4 membres des Bandidos furent abattus sur l'Interstate 45, à une distance d'environ 40 miles les uns des autres, dans ce que les procureurs fédéraux décrivirent comme une attaque coordonnée de représailles. 3 des 4 moururent. La fusillade survint après une bagarre suivie d'un échange de tirs entre les 2 clubs dans un bar appelé le Whiskey Barrel à Oklahoma City. Les Homietos avaient mépris un conflit local de Houston, l'avaient transporté au-delà des frontières de l'État jusqu'en Oklahoma, avant de ramener les représailles sur une autoroute du Texas. En mars 2026, un grand jury fédéral rendit un acte d'accusation complémentaire contre 17 membres et associés présumés des Homietos pour des chefs d'accusation comprenant notamment complot de racket, meurtre lié au racket, tentative de meurtre, agression et infractions relatives aux armes à feu. L'acte d'accusation détaillait plusieurs fusillades remontant jusqu'en 2020, y compris les meurtres commis sur l'autoroute en avril 2023. Jason Hudson, agent spécial responsable du bureau du FBI de Houston, déclara au moment des arrestations que le gang de motards hors la loi, Homietos, n'existait plus. Un club fondé à Houston en 2015 par des hommes qui avaient appris les structures organisationnelles à l'intérieur d'une prison texane avait, en moins de 10 ans, donné naissance à une affaire fédérale fondée sur la loi RICO, provoqué la mort de 3 bandidos sur une autoroute interétatique et entraîné une réponse des forces de l'ordre que le FBI décrivit comme un démantèlement complet de l'organisation. Le modèle Tango Blast que les Homietos avaient importé du système carcéral s'était révélé suffisamment efficace pour faire d'eux l'une des organisations criminelles de motards les plus importantes du Texas en moins de 10 ans, et suffisamment dangereux pour devenir une priorité fédérale durant cette même période. Beast, Channelview, Texas, est une petite communauté non incorporée située à l'est de Houston. Elle se trouve le long du Houston Ship Channel, et la plupart des gens qui la traversent pour se rendre ailleurs n'y prêtent pas une seconde attention. Vers 2015, un club de moto appelé Brothers East commença à y opérer. Il se faisait appeler Beast. Il comptait environ 200 membres. Ils existaient depuis moins de 10 ans lorsque le Bandidos Motorcycle Club décida qu'il devait être détruit. Cette décision en dit plus sur Beast que tout le reste de leur histoire documentée. Les Bandidos comptent 303 chapitres dans 22 pays. Ils contrôlent le territoire biker du Texas depuis 1966. Ils ont mené des guerres contre les Hells Angels, les Cossacks et des clubs sur 4 continents. Lorsqu'une organisation possédant une telle histoire et une telle envergure émet un ordre permanent d'agresser ou de tuer, a vu les membres d'un club de 200 personnes originaires d'une banlieue de Houston, c'est que ce club a fait quelque chose d'assez important pour provoquer une telle réaction. Le conflit entre les Bandidos et Beast donna lieu à des actes de violence documentés qui s'étendirent dans toute la région de Houston pendant plusieurs années. En novembre 2021, Michael Zimbrich, membre de Beast âgé de 26 ans, circulait sur une voie de desserte de l'Interstate 10 à Houston lorsqu'un SUV s'approcha de lui et qu'une personne à l'intérieur lui tira dessus, le tuant sur le coup. Les procureurs fédéraux inculpèrent par la suite David Vargas, un associé des Bandidos, pour ce meurtre.
La procédure engagée par l'État contre Vargas fut abandonnée en mai 2023, après la disparition d'un témoin. L'affaire fédérale de racket qui suivit ne fut pas aussi facile à écarter. En juin 2023, un membre des Bandidos nommé Stephen Alms tira 7 fois sur un membre de Beast dans une rue de Houston, après s'être arrêté à sa hauteur au volant d'un Ford F-150. Alms plaida ensuite coupable de complot de racket et de détention illégale d'armes à feu. Cette fusillade figurait parmi les faits mentionnés dans un acte d'accusation fédérale de 31 pages rendu public en 2023, qui inculpait 14 membres et associés des Bandidos pour complot de racket, meurtre, tentative de meurtre, incendie criminel, vol et agression. L'acte d'accusation établissait que la Direction nationale des Bandidos avait émis un ordre permanent, décrit dans les documents judiciaires comme « Smash on Sight ». L'instruction donnée aux membres des Bandidos dans toute la région de Houston était d'agresser ou de tuer tout membre de Beast qu'ils rencontreraient. Les Bandidos ne cherchaient pas à négocier avec Beast, ni à les avertir, ni à leur laisser l'occasion de reculer. Ils avaient décidé que Beast devait être éliminé et ils mobilisaient leurs membres pour y parvenir. Le procureur des États-Unis Nicholas Gonjay décrivit la stratégie des Bandidos en des termes très clairs au moment où l'acte d'accusation fut rendu public. Les Bandidos, déclara-t-il, cherchaient à établir un monopole sur les clubs de moto et les gangs dans la région de Houston, en n'autorisant à opérer que ceux qu'ils avaient approuvés. Beast n'avait pas reçu cette approbation, et la réponse à cette absence d'approbation fut une affaire fédérale de racket impliquant 14 accusés et documentant plusieurs années de violences organisées dirigées contre un club de Channel View, dont la plupart des gens en dehors de Houston n'avaient jamais entendu parler. L'histoire de Beast ne s'arrêta pas avec l'acte d'accusation visant les Bandidos. Le propre président du club, Michael Cupp, fut inculpé séparément dans le comté de Jefferson pour des faits de traite d'êtres humains, notamment pour promotion de la prostitution. L'organisation que les Bandidos tentaient de détruire par un ordre de tirer à vue faisait simultanément l'objet d'une enquête menée par les procureurs locaux pour des crimes n'ayant aucun lien avec la guerre contre les Bandidos. Beast vit le jour dans une banlieue de Houston vers 2015 avec 200 membres et aucune notoriété nationale. En moins de 10 ans, ils furent la cible d'un ordre permanent de tirer à vue émis par l'organisation de motards hors la loi la plus puissante du Texas, donnèrent lieu à une affaire fédérale fondée sur la loi RICO, visant 14 de leurs rivaux, et virent leur propre président inculpé pour traite d'êtres humains. Dans le monde des bikers texans, où l'importance d'un club se mesure souvent à la qualité des ennemis qu'il se fait, Beast s'est attiré les ennemis les plus puissants qui soient. Que cela représente un succès ou un échec dans l'univers des one-percenters dépend entièrement du critère que l'on choisit d'appliquer. Mais ce n'est certainement pas l'histoire que quiconque observant les débuts d'un petit club à Channel View en 2015 aurait imaginé. Le texte a vu naître les Bandidos, une fusillade qui fit 9 morts sans conduire à la moindre condamnation, un gang de prison qui enfila des écussons et se proclama club de moto, ainsi qu'un club de 200 membres d'une banlieue de Houston, qui finit par se retrouver au cœur d'une guerre fédérale contre l'organisation la plus puissante de l'État. Si vous voulez voir à quoi ressemblait un homme évoluant dans ce même univers hors la loi, lorsqu'il décida de s'en prendre personnellement aux Hells Angels, cliquez sur la vidéo suivante.